tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 février. L'intégrité territoriale de la RDC ne se discute pas. La phrase d'Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC annonce la teneur des débats qui vont émailler sa venue au Congo. La tension se cristallise autour du président français. Vous suivrez ce que pensent les Quinois de la visite prochaine de cet homme d'État. À la une également, la moitié du chemin est faite dans l'opération d'enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante annonce avoir déjà atteint 25 millions d'enrôlés sur les 50 millions d'électeurs attendus. Bonsoir à tous. L'intégrité territoriale de la RDC ne se discute pas. La phrase du président français Emmanuel Macron annonce la teneur des discussions qui vont émailler sa visite à Kinshasa. À quelques heures de sa tournée africaine qui va le mener jusqu'en RDC, le président français s'est exprimé sur le conflit congolais et sur la brouille entre le Rwanda et la RDC. Le chef de l'État français assure qu'il va prendre langue avec ses homologues congolais et rwandais dans le souci de renforcer le processus de paix. Suivez. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Vous venez de suivre la situation sécuritaire à l'est de la RDC, figure parmi les raisons de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa le 4 mars prochain, sur invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de sa visite? Quelques Quinois ont répondu, ils sont au micro de Patience Lokeke et Giscard Tamba. De prime abord, nous sommes membres influents de l'OIF. Sur le plan démographique, nous sommes le premier pays francophone. Mais nous avons constaté avec amertume que la France, qui va choisir un des délégués du Rwanda
comme secrétaire général de l'OIF. Alors, nous n'avons pas compris. Le Rwanda qui a changé l'option d'être un pays anglophone et que dans l'entretemps, le Rwanda c'est un agresseur que les Français connaissent, ils le savent. Macron qui s'appuie au Rwanda, où l'Union européenne finance même l'armée rwandaise pour leur organisation. Ils ne disent aucun mot sur l'agression à l'Est. C'est un chef de l'État qui vient par la courtoisie diplomatique. Il sera reçu, mais vraiment on n'attendra pas quelque chose de très important. Parce que ça fait 20 ans. Si vraiment il y avait un partenariat entre les Occidentaux, en particulier la France et son président Macron, bon, je crois qu'on arrêterait la guerre là. Cette guerre-là qui est entretenue par les Occidentaux et tous les impérialistes. Vous comprenez? On ne va pas se leurrer aujourd'hui. On regarde des gens, vous venez, vous êtes accueillis dans un pays qui connaît beaucoup d'atrocités, plus de 20 millions de morts. Ça fait 20 ans que nous avons cette guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Macron vient chercher pour le moment? À moins qu'il nous dise autre chose. Bon, ça c'est un non-événement. Parce que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron est toujours sur le terrain par rapport à sa politique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune chose de concrète. Donc on ne s'attend à rien parce que c'est la communauté internationale qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et notamment la France, d'où Emmanuel Macron est en train de s'impliquer personnellement dans l'agression que nous connaissons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Les questions relatives à la sécurité, au développement de la République et à l'éducation ont été au cœur d'un entretien que le Premier ministre Sama Lukonde a eu ce mardi avec une délégation des membres du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, conduite par Monseigneur Gabriel Undayemba. Cette délégation s'est dit heureuse du sens de l'écoute dont a fait montre le chef du gouvernement congolais, car il a prêté une oreille très attentive à leurs préoccupations. Suivez. Les membres du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo viennent d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il est d'habitude, chaque fois après une assemblée, une réunion comme celle-ci, celle qui vient de se passer, du comité exécutif, nous devons faire le point à l'autorité pour savoir de quoi il s'agit, comment va l'Église, comment va surtout les institutions du pays. Et le Premier ministre nous a reçus, on a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller de l'avant. La CENI annonce avoir atteint la barre de 25 millions d'enrôlés. C'est la moitié de l'électorat attendu. Au cours d'un point de presse, la Commission électorale nationale indépendante a également précisé avoir définitivement clôturé l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Et donc ici. Tenu dans la salle Apollinaire Malou de ces points de presse de la CENI, il ressort un état de lieu de l'avancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans toutes les 3 aires opérationnelles en République démocratique du Congo. Dans l'ensemble de la République, la CENI a déjà enrôlé un peu plus de 25 millions d'électeurs sur les 50 millions attendus.
Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle, dont la durée des opérations est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023, compte à ce jour 931 901 enrôlés sur les 15 214 539 attendus, soit 6%. Pour l'ère opérationnelle numéro D, dont le processus d'enrôlement a été lancé depuis le 25 janvier, il devait prendre fin le 23 février dernier. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans le déploiement des matériels dans certains centres d'inscription. Sur les 15 364 029 attendus, 6 053 581 déjà enrôlés, soit 39%. Quant à la première ère opérationnelle, actuellement, 83% des centres d'inscription sont définitivement fermés au public. Seuls 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu les jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. Toujours à la Commission électorale nationale indépendante, son président Denis Kadima et le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou ont eu un échange autour de la problématique du statut des agents de l'administration de la CENI. Il était question de régulariser leur statut afin qu'ils soient considérés comme des agents de l'État à part entière. Patricia Mabongo. Depuis qu'elle a été mise en place, la Commission électorale nationale indépendante n'a jamais eu des cadres et agents ayant les avantages dus aux agents de la fonction publique. Ils n'ont jamais été admis sous statut des fonctionnaires de l'État. Voilà ce qui justifie l'échange entre le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le président de la centrale électorale Denis Kadima, venu plaider le problème de la sécurisation des agents administratifs de cette institution d'appui à la démocratie. Selon le vice-premier ministre, la CENI est comme toute autre institution de l'État. Les agents doivent être sécurisés pour la protection de leur carrière. Le patron de la fonction publique a salué cette démarche du management de la CENI qui s'inscrit selon lui dans la vision du chef de l'État qui consiste à l'accompagnement de l'administration publique. Pour y arriver, Jean-Pierre Liaou a fait savoir qu'une commission paritaire mixte fonction publique et CENI va être mise en place pour apprêter les cadres et structures organiques qui vont permettre à la CENI d'avoir une administration consolidée. Denis Kadima n'a pas caché son sentiment de satisfaction. À part le fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, son personnel fait partie du service de l'État. Ils n'ont pas toujours les mêmes facilités en termes de sécurité sociale. J'ai pensé venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique, mettre en place une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI. Vous avez plutôt reconnu la voix de Fiston Oleko dans ce reportage. À travers une série d'ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé des nouveaux animateurs à la Générale de carrière des mines, GECAMIN, et au Comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Dieudonné Boinali. À travers une série d'ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale, le lundi 27 février 2023, tard dans la nuit, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé les nouveaux animateurs de la Générale des carrières et des mines, GECAMIN SA en sigle, et au Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF en sigle. À la GECAMIN SA, M. Guy Robert Lukama Kunzi et M. Placide Kala Bassidiwa ont été nommés respectivement président du conseil d'administration et directeur général de cette importante entreprise du portefeuille de l'État. Dans cette tâche titanesque de la relance de l'ex-fleuron de l'économie nationale, les héros promis seront secondés respectivement par M. Jacques Moussangu et Ludovic Monga, respectivement directeur général adjoint en charge des finances et directeur général adjoint en charge des mines. Le cours des métaux d'exportation de la République démocratique du Congo sont en baisse cette semaine du 27 février au 4 mars 2023, à l'exception du tantal et du cuivre. Ce sont là les dernières projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Fiston Oleko pour les détails.
Selon les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, à part le tantal et le cuivre, tous les autres principaux produits miniers d'exportation de la RDC affichent une tendance baissière en cette semaine du 27 février au 4 mars 2023. Le cuivre est à 8 999 $ la tonne contre 8 905 $ la tonne la semaine passée, soit un écart positif de 94,45 $. Le tantal, quant à lui, est à 384 $ le kilogramme contre 380 le kilogramme la semaine passée, ce qui dégage une hausse des prix de 4 $ américains. Le cobalt est le produit qui a connu une chute brutale. Il se négocie à 35 012 $ la tonne contre 37 596 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de 2 584 $. Le zinc chute aussi à 3 090 $ américains cette semaine contre 3 107 $ américains la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 16,95 $ américains. Les thym affichent également une tendance baissière. Il se négocie autour de 26 681 $ américains la tonne contre 27 715 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 1034 $ américains. L'or aussi est en chute cette semaine à 56,16 $ américains le gramme contre 60 $ américains le gramme la semaine passée, soit une baisse de 3,87 $ américains. Le minerai d'argent se négocie cette semaine autour de 0,70 $ américains le gramme contre 0,71 $ américains la semaine passée, une baisse de 0,01 $ américain. Au cours de la même période, les principaux produits agricoles et menus forestiers d'exploitation de la RDC affichent une tendance plutôt stable. Le cacao, seul produit en os, affiche une tendance haussière cette semaine à 1,48 $ américain le kilogramme contre 1,41 la semaine passée, soit une hausse de 0,07 $ américain. Les Nations Unies ont annoncé la suspension des vols humanitaires après des tirs contre un de leurs hélicoptères dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Un hélicoptère utilisé par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a essuyé des tirs non loin de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, selon un communiqué du Bureau de coordination humanitaire de l'ONU. Enoch Issei. L'hélicoptère rentré des Walikale, un territoire situé à l'ouest de Goma, avec à son bord 3 membres d'équipage et 10 travailleurs humanitaires, tous sortis indemnes, a rassuré l'agence onusienne. Dans ce contexte, le Programme alimentaire mondial a décidé de suspendre temporairement tous les vols humanitaires dans les zones de conflit du Nord Kivu et en Ituri, jusqu'à ce que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la sécurité des vols et des acteurs humanitaires qui les utilisent, a expliqué OCHA. Le bureau onusien de la coordination humanitaire précise que cette suspension va affecter une douzaine d'axes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, placés par les autorités congolaises sous état de siège et administrés par l'armée. 29 mars 2022, 8 casques bleus, 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe avaient péri dans le crash de leur hélicoptère au-dessus d'une zone de combat entre l'armée congolaise et le rebelle du M23. Notons que début février, toujours au nord de Goma, un casque bleu a été tué et un autre blessé dans des tirs contre un hélicoptère en plein vol de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. En sport, dernière de son groupe éliminatoire de la CAN 2023, la RDC jouera gros à l'occasion des 3e et 4e journées contre la Mauritanie le 24 et le 28 mars prochain. En prévision de cette échéance, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a publié sa liste de 42 présélectionnés. Encore une fois, Enoch Issei. Ces groupes enregistrent plusieurs retours majeurs, à l'instar du défenseur central Chancel Mbemba, monstrué avec Olympique de Marseille et qui avait déclaré forfait pour les amicaux de septembre. Cédric Bakambu, qui fait son comeback sur cette liste de désarbres, l'international congolais évoluant à Olympiakos en Grèce, avait annoncé son départ de la sélection nationale après l'élimination de la RDC au barrage à la Coupe du Monde face au Maroc. Plus à Paris en sélection depuis mars 2022, Gaël Kakuta, qui a retrouvé du temps de jeu à Amiens,
figure aussi dans cette liste élargie, au même titre que l'attaquant de Stuttgart, Silas Kantompa, dont l'absence en septembre avait fait couler beaucoup d'encre. En revanche, Neskens Kebano est forfait en raison d'une rupture du tendon d'Achille et on attend des explications des désarbres au sujet de l'absence du capitaine Marcel Tisserand. Jordan Ikoko, Aaron Chibola, Gaël Kakuta font aussi partie des Anciens qui avaient manqué lors des récents rassemblements. Plusieurs nouveaux visages intègrent aussi cette liste, dont Aldo Kalulu Kiatengwa de Sochaux en Ligue 1, Gaëtan Lora de Samsun Sport en Turquie, Christian Kisombi de Sandontchen, Christian Mouyumba de En Avant de Guitam en France et Peter Ouane de Gatoro, mais aussi Fiston Mayele de la formation tanzanienne des Young Africans. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. L'Angola était déjà un fournisseur important du marché énergétique européen, un statut qui semble se renforcer depuis le début du conflit ukrainien et les sanctions imposées à la Russie, car selon une enquête, les importations du brut angolais acheminées vers l'Europe ont significativement augmenté ces derniers mois. Rien qu'au cours du mois de février, 40% de 32 cargaisons de brut exportées à partir des terminaux pétroliers de l'Angola étaient destinées au vieux continent. Suivez. L'Angola ne cesse de monter dans la production et l'exportation de produits pétroliers. Rien qu'au mois de février, 40% des 32 cargaisons de brut exportées à partir des terminaux pétroliers de la première puissance pétrolière en Afrique étaient destinées au vieux continent. Ce taux est quasiment le double des volumes de brut expédiés vers l'Europe un an plus tôt. Ces chiffres indiquent aussi que les exportations pétrolières de l'Angola vers le géant chinois ont significativement baissé. En glissement annuel, ces dernières sont passées de 55% en février 2022 à environ 40% en février 2023. Les sanctions européennes contre la Russie dans le sillage de la guerre en Ukraine semblent être le principal moteur de cette évolution. Pendant qu'avec la restriction financière et énergétique imposée à la Russie, l'Europe privilégie d'autres fournisseurs, africains en l'occurrence, la Chine qui reste, elle, un partenaire et un soutien de Moscou s'approvisionne de plus en plus en brut russe. Le réinvestissement des entrepreneurs africains, des entreprises américaines dans le sud de la Chine devrait se poursuivre en 2023. C'est l'une des nombreuses conclusions d'une enquête menée par la Chambre de commerce des États-Unis dans le sud de la Chine. 75% des entreprises interrogées affirment qu'elles vont s'impliquer davantage dans le marché chinois, malgré plusieurs années de tensions entre Washington et Pékin. C'est un reportage de nos confrères de CGTN. Pour sa 16e année consécutive, le rapport sur l'environnement des affaires de la Chambre de commerce des États-Unis dans le sud de la Chine fournit des informations essentielles sur l'économie régionale. L'étude de cette année a été achevée peu de temps avant que la Chine ne mette fin à sa politique zéro Covid dynamique. Bien que la réaction immédiate à la levée des mesures sanitaires ait été difficile à évaluer à l'époque, les résultats de l'enquête indiquent que les investisseurs américains se concentrent davantage sur le marché chinois. Près de 80% des membres de la Chambre de commerce des États-Unis dans le sud de la Chine ne sont plus dans le commerce d'exportation. Ils sont ici en Chine, produisant en Chine et pour le marché chinois. En fait, nous importons une grande quantité de produits bruts et d'autres pièces afin de fabriquer ce dont nous avons besoin pour vendre à la Chine. Au cours des dernières années, les relations sino-américaines ont mis à rude épreuve les échanges entre les deux plus grandes économies du monde. Et cela se résume en grande partie au mécontentement de Washington face au déséquilibre commercial. Mais un examen plus approfondi des chiffres et une industrie manufacturière en transformation pourraient potentiellement améliorer les liens. L'augmentation des exportations de la Chine vers les États-Unis n'était que de 1%. Donc je pense qu'avec le temps, ce chiffre sera résolu. Parce que la Chine n'est plus l'endroit idéal pour les produits à faible technicité, à forte intensité de main-d'œuvre et d'énergie. Ces produits sortent de Chine très rapidement, à mesure que la Chine progresse dans la chaîne de valeur. Et en conséquence, les produits bas de gamme seront fabriqués ailleurs, et il y aura le déficit avec cela. Dans l'avenir, 75% des entreprises interrogées prévoient de réinvestir en Chine au cours de l'année 2023, après avoir mis de côté plus de 18 milliards de dollars américains pour les 3 à 5 prochaines années. Un commerce accru,
Des cercles d'affaires plus étroits et une approche plus cordiale pourraient être de bon augure pour l'avenir des relations sino-américaines. J'ai un mandat et je crois que l'augmentation des investissements et l'augmentation du commerce entre les deux pays les rapprocheront. Et je pense que l'avenir sera radieux entre les deux pays. Il n'est pas surprenant que 97% des entreprises aient signalé les impacts induits par la pandémie. Mais cela n'a pas fait dérailler les affaires et le commerce, d'autant plus que la Chine a enregistré une augmentation de 8% en glissement annuel des investissements directs étrangers totalisant près de 190 milliards de dollars américains. Et malgré le pessimisme persistant, c'est peut-être le potentiel économique qui pourrait ramener la Chine et les États-Unis à résoudre leurs différends. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. L'intégrité territoriale de la RDC ne se discute pas. La phrase du président français Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC annonce la teneur des débats qui vont émailler sa venue au Congo. La tension se cristallise autour du président français. Vous avez suivi l'attente des Quinois autour de la visite de l'homme d'État. Et puis, vous l'avez également suivi à la CENI, c'est la moitié du chemin qui est faite dans l'opération d'enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante annonce avoir déjà atteint 25 millions d'enrôlés sur les 50 millions d'électeurs attendus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.